Excusez-moi pour la semaine dernière, mais parce que du coup, voilà, j'ai eu le Covid, donc je suis là. Mais du coup, il y a moins de monde que d'habitude, mais bon, c'est pas très grave, c'est sympa aussi. Est-ce que tout le monde a eu déjà les petits prospectus, le guide là? Et du coup, il y a ceux aussi des deux premières séances, si vous voulez. Sachant que en tout début d'année, j'avais dit en fait que c'est vrai que les séances de séminaire, j'essaye de les rendre les plus indépendantes possible, mais je réussis pas trop. Donc vous allez voir, surtout cette séance-là, il y a beaucoup de références à des choses qu'on a déjà un peu vues et qui commencent un peu à devenir un peu des obsessions que j'essaie un peu de vous partager. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup. Donc n'hésitez absolument pas pendant cette séance à poser des questions, même pendant, s'il y a des choses où je vais un peu trop vite, euh, notamment au début. Vous allez voir. Et puis, ah oui non, il fallait que je dise ça, mais elle est partie Céline. Mais du coup, le prochain séminaire, il porte sur le spectacle de Marie-Josée Malice, du coup, qui s'appelle Le Bal Masqué, et qui joue non pas du 2 au 17, mais du 5 au 17. Et en fait, on m'a demandé voilà, de vous le dire et il faut que vous preniez vos places. Voilà. Voilà, gentil, pas tout à fait gentiment, mais on m'a demandé de vous donner des places. Mais non, mais du coup, si c'est bon, ok. Euh, alors, mais déjà par rapport au séminaire, je vais revenir un tout petit peu sur la manière dont j'ai fonctionné parce que du coup là on est quasiment à mi-parcours, parce qu'il en restera 3 après celui-là, c'est ça. Et il y a une précision que je voulais faire avant de commencer, qui portait plus sur le questionnement de Brecht. C'est-à-dire que la question du coup de Brecht, la question initiale, à quoi sert la fable, nous a permis de voir tout un tas de types, en quelque sorte, de fables, c'est-à-dire de catégories, en gros, d'histoires. Et on a assez tendance avec Brecht, et je pense que le séminaire, il donne aussi un peu ce côté, à donner des bons points ou des mauvais points à certaines fables et d'autres. Et vous allez voir que Brecht est beaucoup plus flou que ça. C'est-à-dire que ce qui intéresse Brecht, c'est pas tellement de savoir c'est quoi les bonnes histoires ou les mauvaises histoires, c'est quelle est leur utilité, ce qui est pas pareil. Par exemple, on a parlé des fables réconciliatrices pendant longtemps, vous vous en souvenez, je pense. Mais par exemple, les fables réconciliatrices sont des fables qui... Non, c'est le micro. Qui sont des fables qui sont réactionnaires. On va avoir d'autres exemples de fables réactionnaires, mais qui ont une utilité, qui ont même... voilà, nous, on en regarde beaucoup des fables réconciliatrices, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises d'un point de vue moral. Ouais. Par contre, donc du coup, la vraie question qui reste pour le séminaire, c'est à quoi sert la fable, c'est-à-dire de déceler, par contre, l'utilité. Il y a quelque chose qui, par contre, est insupportable aux yeux de Brecht, et on en a vu un exemple, c'est par contre les fables qui mentent sur ce que peut faire le théâtre. Ça, par contre, ou ce que peut faire le cinéma. Et c'est là, en fait, où notre question est utile. On avait vu l'exemple de la liste de Chandler, par exemple, la dernière fois, et si la liste de Chandler avait autant énervé Muller et Godard, etc., c'est parce que la liste de Chandler ment sur ce que peut faire l'art, ce que peut faire une histoire. En l'occurrence, raconter, remplacer même un bloc d'histoire de la vraie histoire. Ouais. Est-ce que ça va? Donc voilà, donc c'est vraiment essayer de garder. Là aujourd'hui, ça va être une séance qui est très particulière. Il y aura beaucoup d'histoires, beaucoup de fables différentes. Donc il y aura un petit côté inventaire et on va s'éloigner volontairement un peu du théâtre. Pourquoi? Parce que j'avais envie de parler aujourd'hui d'un genre qui moi m'est assez cher, qui est la science-fiction. Et la science-fiction, c'est très peu représenté au théâtre. Euh, vous avez une idée de pourquoi? Voilà. De quoi? Ça coûte cher? Oui, peut-être, je sais pas. Euh, mais donc du coup voilà. Alors aujourd'hui, le point de départ de la réflexion, c'est de s'interroger sur un type de fable qui va un peu nous prendre toute la séance, qui est celle qu'on va appeler les fables dites utopiques. En fait, le point de départ, le point de départ de la séance d'aujourd'hui, en fait, vient d'un
Prends un petit prospectus. Mais pas de souci. Et il faut que tu émarges aussi. Désolé. C'est pour les bilans. Euh, En fait, le point de départ de la fable utopique, c'est tout simplement aujourd'hui se poser la question, partir du reproche qu'on fait beaucoup aux fables qu'on nous raconte, qui est de ne se faire simplement que l'écho, le miroir de la réalité. Et on demande au contraire aux fables de nous présenter non pas simplement le miroir de la réalité, mais nous présenter aussi des solutions, de devenir du coup une alternative. Et donc du coup d'avoir des personnages qui sont édifiants, qui nous indiquent un comportement à avoir pour tel ou tel problème social. Autrement dit, on demande à la fable d'être une sorte de boussole morale pour notre vie en société. D'accord ? Et en fait, c'est un reproche historique à l'art. C'est une demande qui date vraiment du début, à partir du moment où on a commencé à raconter des histoires, c'est quelque chose qu'on a demandé. Et en fait, ça a donné lieu à une espèce de veine qu'on a appelée la fable utopique, qu'on a appelée l'utopie. Ouais. Donc, ce sont des fables qui se donnent pour utilité, pour objectif de donner à voir des choses qui sont souhaitables, mais qui n'existent pas. Ouais. Alors, avant de commencer directement, il y a un bouquin. Ah, mais je l'ai pas amené. Vous savez, sur Brecht, la toute première séance, je vous avais parlé d'un auteur qui s'appelle Frederick Jameson, ouais, qui est un philosophe américain qui s'est beaucoup intéressé et à Brecht et à la science-fiction. Et il a notamment écrit un livre incroyable qui s'appelle Archéologie du futur, qui est aux prairies ordinaires et qui donc voilà, donc j'ai marqué la bibliographie à la toute fin. Bon voilà. Donc en gros, c'est largement inspiré de ces travaux sur la science-fiction et sur Brecht. Ok, on est parti. Alors, la fable utopique. Poum, poum, poum. Alors, la fable utopique, avant de voir véritablement et pour comprendre le geste véritablement de l'utopie, je vais vous faire part un peu de ma formation en écriture de séries télé. Pourquoi ? Parce que... Ah, il y a des gens. Bonjour, il n'y a pas de souci. Prends un prospectus. Il faut que tu émarges aussi, c'est pour les bilans. Alors oui, non, parce qu'en fait, j'ai remarqué au début, j'avais commencé à parler de l'utopie et de la fable utopique, puis après, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je vous donne quand même une partie des outils, qui sont des outils en fait qu'on apprend en école de scénario, de scénarisation, et qui permettent d'envisager un peu la fable, de la déplier et de la comprendre. Ouais. Là, il va falloir vraiment m'arrêter si vous ne comprenez pas, parce que alors. En fait, d'habitude, on découpe la fable en deux axes. Quand on commence une série télé, on commence à construire ce qu'on va appeler l'axe vertical, qui est ici, là, et qui est ce qu'on va appeler l'univers. Ok. L'univers, par définition, c'est tout ce qui... bouge. Bonjour. Alors, donc l'axe vertical. Donc on commence par construire l'axe vertical. C'est-à-dire qu'on commence par s'intéresser à la notion d'univers. Alors, donc du coup, d'abord, on va construire une bible des personnages, c'est-à-dire qu'on va définir leur profil sociologique, on va définir la manière dont ils parlent, leur caractère, c'est tout ce qui ne change pas dans les personnages. Donc le premier élément, c'est la Bible des personnages. Deuxième élément, c'est le lieu. Donc on va définir un lieu, d'accord ? Bon, ça c'est assez simple, hein, ça peut être dans une ville, dans une maison, peu importe. Ensuite, il y a le temps, donc c'est-à-dire à l'époque auquel ça se passe, ok ? Et la dernière étape qui est très importante dans l'univers, c'est qu'on va créer, une fois qu'on a tout ça, on va créer un quotidien. Alors, l'univers, donc ça c'est important, parce que ça c'est tout le vocabulaire de la séance, hein. Donc l'univers se définit par un quotidien, c'est-à-dire qu'on doit être capable dans une histoire de faire vivre les personnages un peu comme à l'infini,
hein, c'est-à-dire avec une temporalité donc du coup quotidienne, avec des occupations, et on peut comme ça les faire vraiment stagner dans cet univers un peu clos sur lui-même, sans qu'il ne se passe absolument rien. L'axe vertical est un axe un peu de l'éternité, c'est ce qui ne va pas changer. D'accord ? On parle de quotidien et on parle aussi, là on va retrouver une notion qu'on a déjà croisée plusieurs fois, on parle aussi de paysage. Dans le sens où l'univers, le maître mot c'est la description. C'est-à-dire qu'en fait l'univers se décrit, exactement comme si c'était un paysage. Et généralement c'est ce qu'on fait. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a voilà un univers, on va décrire des choses qui du coup ne bougent pas, évoluent, discutent entre elles, mais ne font l'objet d'aucune modification. Je suis désolé, c'est un peu théorique, mais on en a besoin parce que sinon après on va pas se comprendre. Ok. Donc pour une série télé, on a besoin d'un univers, et puis après on va parler de l'axe horizontal qui est l'histoire. Et là, cette fois-ci, on retrouve assez aisément les questions de Brecht qu'on a posées dès le début du séminaire. C'est là où on va se poser la grande question du changement. C'est-à-dire que c'est à travers l'histoire qu'on va se dire qu'est-ce qui change là-dedans. C'est-à-dire qu'est-ce que les personnages vont pouvoir changer de l'axe vertical. Et en fait, l'histoire, l'axe horizontal, se comprend toujours comme une manière en fait de se diriger vers l'axe vertical et de le changer. Est-ce que c'est la ville qui va changer? Est-ce que c'est la personnalité? Est-ce que c'est ainsi? Ouais. Donc la grande question de l'axe horizontal, c'est qu'est-ce qui change? Et là, on a vu, bon là je renvoie un peu au tout début du séminaire avec le qui change, qu'est-ce qui change pas, est-ce qu'on a accès aux coulisses du changement, bon voilà. Ok? Ça va? Bon. Alors maintenant, pour comprendre ce que fait la fable utopique, il faut partir vraiment au point de départ du geste utopique, et moi j'ai décidé de le placer dans un texte qui est très connu, qui est écrit par Thomas More en 1516, et qui est Utopia. C'est Utopia ou le traité, c'est quoi le nom exact? Ah ouais, ou le traité de la meilleure forme de gouvernement. Alors, il faut comprendre en quoi le geste utopique est un geste qui est profondément radical. Utopia est divisé en deux parties. Il y a deux livres. Le premier livre d'Utopia, c'est Thomas More qui discute avec un navigateur portugais qui s'appelle Iclodé, qui est fictif, et il discute des affres de la société anglaise. Donc c'est une critique extrêmement précise, limite un traité politique sur la société anglaise de l'époque de Thomas More. Et notamment, il critique la dureté des lois par rapport au vol, notamment. Il était obnubilé par l'idée qu'on puisse tuer des gens pour des vols, quelque chose qui était très fréquent à l'époque de Thomas More. Et aussi contre quoi? Oui, contre la religion, évidemment, sur le fait que la religion devient un appareil politique, qui donc du coup édicte des lois. Donc c'est un moment où l'Angleterre, où le chef de l'État anglais. Donc ça c'est le livre 1. Donc ça le livre 1 c'est vraiment une étude politique sociologique. Donc c'est vraiment quelque chose de précis, t'as l'impression d'avoir un traité politique. Ce qui nous intéresse c'est le livre 2. Le livre 2 c'est le navigateur portugais Iclodi qui dit à Thomas More, écoute, moi je suis allé voir une île qui s'appelle Utopia. Et cette île, déjà, la première chose, et en fait, c'est Iclodé qui décrit toute l'île. Donc, qui décrit, là, on commence un peu à retrouver des choses. Donc, qui décrit l'île et qui nous dit, eh bien voilà, il n'y a pas de propriété dans cette île. Il n'y a qu'une succession de petits villages entre eux qui organisent le pouvoir. Il n'y a pas d'argent. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes quasi parfaite, il n'y a pas de famille ni de couple, tous vivent de manière un peu communautaire, et c'est une société qui est païenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion d'État, il y a une tolérance religieuse qui leur permet de définir leur propre culte en fonction du village où ils sont. Non.
Donc on voit dans le geste, alors il y a plusieurs choses à dire par rapport à Utopia. Déjà, le premier geste, il faut comprendre, c'est que là, pour la première fois, on a donc du coup une description d'un paysage, donc du coup d'un univers qui est présenté comme une alternative, quelque chose que l'on souhaite. C'est-à-dire que Thomas More, en fait, donne à voir évidemment à travers Utopia une fable utopique dans ce qu'elle a de souhaitable. C'est-à-dire que lui, il ne ment pas là-dessus, il dit les problèmes de la société, c'est la propriété et l'argent, moi je vous donne la solution, vous enlevez la propriété et l'argent, point barre. Et il dit ça. Et en fait, il nous donne à voir sous la forme d'un récit. Mais d'un récit qui a quand même plusieurs particularités. C'est là où on va essayer vraiment de comprendre la radicalité de la proposition pour la question qui nous intéresse à nous, c'est-à-dire la fable. Déjà, c'est un récit qui ne présente que sous la forme d'une description. Il n'y a aucune action. Il n'y a donc, par conséquent, aucun changement. Et en fait, ce qu'il définit, c'est ce qu'on va appeler la clôture utopique. Ouais. La clôture utopique. Et en fait, la clôture utopique repose sur 3 types de clôtures. C'est-à-dire que l'univers qui est souhaitable, Utopia, il y a une clôture qui est spatiale. Donc là, en l'occurrence, c'est l'île, mais on va voir dans d'autres exemples de fables que ça peut être aussi une grotte, ça peut être une caverne, ça peut être le haut d'une montagne, ça peut être... généralement, ce sont des îles. Mais bon. Donc il y a une clôture qui est spatiale, il y a une clôture qui est temporelle, c'est-à-dire que c'est une communauté qui ne définit aucun futur, ni ne repose sur aucun passé, et qui ne vit que sur l'ici et maintenant. Donc qui vit un peu au jour le jour. Donc du coup, en fait, tous les personnages ne sont que dans ce qu'ils font. Ouais. Troisième clôture, c'est une clôture qui est communautaire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de projet politique. Et il n'y a aucun projet commun qui leur permette de dépasser, en fait, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est ce qu'on va appeler entre nous la clôture utopique. C'est-à-dire que c'est vraiment la fable utopique dans ce qu'elle a de plus radical, c'est-à-dire dans ce qu'elle rejette au maximum l'histoire. L'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire comme changement. C'est-à-dire qu'en réalité, l'alternative sociale et le geste premier de l'utopie, c'est d'empêcher l'histoire d'arriver et de définir ce qu'on va simplement axer sur l'univers comme une clôture utopique. Voilà. Est-ce que c'est clair ça déjà? Donc ça c'est vraiment donc là c'est la première fable utopique. Donc ça c'est l'exemple d'Utopia. C'est le geste premier de l'utopie. Vous voyez que c'est assez radical. Alors, en fait, ce qui est intéressant là-dedans pour nous, et c'est pour ça que en fait le deuxième exemple que je vais prendre, c'est un exemple plutôt de fable contemporaine. C'est qu'il faut comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on rejette dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans cette question, c'est que en fait, très vite, pour les personnes qui lisent Utopia, vous allez vous rendre compte que vous avez l'impression que les personnages se font chier, s'ennuient. Et en fait, c'est quelque chose qui est très prégnant. C'est-à-dire que en fait, pendant très longtemps, nous, dans notre tête, on a l'idée que si tu prends une communauté et qu'elle est heureuse, eh bien, elle s'ennuie. Elle s'ennuie. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se passe rien, que donc du coup, nous n'avons pas cette partie-là de l'histoire qui va nous permettre d'y trouver un intérêt. Vous savez, c'est un peu tout le truc de le paradis c'est ennuyeux, toutes ces choses-là. Donc du coup, la deuxième fable utopique qu'on va essayer de voir, ce sont des fables utopiques qui essayent du coup de valoriser l'ennui. Alors, avant de parler d'exemples concrets, il faut comprendre ça va être quoi de valoriser l'ennui et surtout, en fait, qu'est-ce qu'on a ôté à la fable pour que l'ennui apparaisse. Et alors là, je me suis appuyé sur un auteur allemand qui s'appelle Thomas Mann, dont on va parler là de La Montagne Magique, qui est un peu son grand roman et qui, pour moi, a été un peu un des romans un peu phare, un peu une grande influence. Mais il faut comprendre ce que Thomas Mann reproche aux histoires de son époque, mais même de manière générale, à peu près, on va dire, 99,9% des fables qu'on a nous.
Dans quasiment 100% des histoires qu'on nous donne, il y a une notion de combat. Oh là là, c'est un combat qui repose sur deux mécaniques. Une mécanique qu'on va rattacher à la concurrence et une autre mécanique qu'on va rattacher à la propriété. Le combat autour de la concurrence, c'est permettre à ces personnages de se hisser au-dessus de d'autres personnages. Grâce à quoi? Grâce à l'argent, grâce au savoir, ou grâce à la force, en fait, c'est-à-dire la loi du plus fort. Ok? Donc ça, tac, on enlève. Donc impossibilité pour les personnages de se hisser au-dessus de d'autres personnes. Première chose qu'on enlève. Vous allez voir l'ennui arriver quand même. Deuxième chose qu'on enlève, c'est le combat qui repose sur la propriété. Et donc là, on empêche la possibilité pour les personnages d'aller découvrir des choses, de se battre pour la défense d'un territoire ou d'un objet, ou alors pour l'acquisition de tel ou tel trophée et autres, une femme, que sais-je. Tout ça, on enlève, et là, on se retrouve en fait avec une fable qui se trouve débarrassée des histoires comme combat qui reposent sur des mécaniques de concurrence et de propriété. Est-ce que ça va là jusque-là? Ouais. Ralentissez-moi. Ça va? Pourquoi Thomas Mann il dit ces histoires sont de la merde? C'est parce que si vous voulez véritablement imaginer en gros une alternative à la société capitaliste en l'occurrence, il faut ôter nos histoires, ôter le côté combat qui repose sur les deux piliers du capitalisme, c'est-à-dire la propriété et la concurrence. Si on enlève ça, on a véritablement un geste utopique et on a véritablement l'idée d'une alternative. Mais pour ça, il faut se coltiner l'ennui. Ça va? Donc, solution de Thomas Mann, on va plonger dans l'ennui. Alors, la montagne magique. Et du coup, la montagne magique arrive. Est-ce qu'il y en a qui ont lu la montagne magique? Alors, je m'assois parce que c'est ennuyeux. La montagne magique, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Hans Castorp, qui est un jeune ingénieur, même un ingénieur assez brillant. Et il s'apprête en fait à commencer sa vie d'ingénieur, donc du coup de faire l'acquisition d'une maison, de travailler durement sa vie et de s'installer, je crois que c'est à Zurich. Mais avant cela, avant sa rentrée en quelque sorte, il décide de rendre visite à son cousin Joachim, qui lui est malade et se trouve perché dans un sanatorium en haut d'une montagne. Okay? Il y va initialement pour 2-3 semaines, vous vous en doutez, il va rester là-bas pendant quasiment plus de 7 ans. Et en fait, ce qui se passe quand Hans Castorp arrive dans le sanatorium, c'est qu'il est face à une communauté profondément désœuvrée, qui n'a absolument rien à voir avec en fait ce qui fait le combat normalement de la vie, c'est-à-dire rentrer dans un jeu de concurrence et dans un jeu de propriété. Ces gens-là, évidemment, n'ont rien à voir avec ces enjeux de rattachés à l'argent, etc., puisqu'ils sont censés être malades, donc dans un temps indéfini, ils sont censés rester dans le sanatorium. Et donc, en fait, ils font l'expérience d'une vie du coup, sans ce combat-là. On lui ôte son combat. Donc, ils sont profondément désœuvrés. Donc, en fait, leur occupation, ça va être de contempler, là, une autre notion, évidemment, qui est importante pour ça, ça va être de contempler, donc ça va être la contemplation du paysage montagneux. Ça va être les discussions. La montagne magique est truffée de discussions plus ou moins savantes, plus ou moins moqueuses, de cette communauté. Et en fait, Hans Castorp, évidemment, est pris dans ce quotidien, quand on retrouve évidemment la force du quotidien, et dans cette temporalité qui ne repose sur plus aucun impératif de, entre guillemets, la vraie vie. Ouais. La fin de l'histoire est importante pour ce qu'on va dire ensuite, puisque la fin de l'histoire, c'est la Première Guerre mondiale qui arrive et qui oblige Hans Castorp à aller se faire assassiner dans les tranchées. Donc c'est un truc quand même qu'il faut qu'on garde un peu en tête. Mais grosso modo, pendant 7 ans et demi, il a vécu peut-être le moment ou l'expérience d'une vie alternative à la société capitaliste. C'est-à-dire d'une vie dénuée du coup de combat. Et en fait, donner une espèce de saveur, de goût à l'ennui. Ouais, ça va? Sympa un peu.
L'autre exemple qui cette fois-ci est théâtral d'une personne qui n'essaye pas, qui fait des fables qui ne reposent pas du coup sur un combat, sur les deux mécaniques de concurrence et de propriété, c'est Philippe Ken. Par exemple, Philippe Ken fait un constat. Alors j'ai pas mis, mais il y a un entretien qui est assez intéressant de Philippe Ken, si ça vous intéresse, je vous le mettrai. Mais en fait, Philippe Ken fait le même constat, c'est-à-dire que les histoires montrent un combat, le combat repose sur les deux piliers, on jarte tout ça, ça donne à voir en fait des communautés qui, du coup, pareil, se retrouvent désœuvrées, c'est-à-dire qu'elles vont pas faire le jeu de se mettre en concurrence, etc. Et qui, en fait, généralement, pareil, se retrouvent dans une clôture spatiale. Donc c'est l'île de Crash Park, c'est le centre de résidence là pour artistes de Swamp Club, c'est la grotte de la Nuit des Taupes. Vous voyez un peu les spectacles de Philippe Ken? Ouais, ouais, ça va. Et donc d'où évidemment ces communautés font l'expérience de l'ennui. On voit qu'une des grandes caractéristiques quand même du travail de Philippe Ken, c'est la lenteur. Et on voit du coup maintenant la portée utopique en quelque sorte de cette lenteur, mais c'est parce qu'elle vient du fait qu'on a débarrassé en fait du coup l'histoire qui est racontée du combat tel qu'il est défini dans la je finis juste ça et après une autre caractéristique qui est intéressante par exemple dans le travail de Philippe Ken, c'est que les projets en fait qui sont mis en œuvre ne sont jamais des projets de construction qui ont pour but de dépasser la clôture utopique, mais qui sont là davantage pour la découvrir. C'est-à-dire que c'est un peu une grande esthétique de la découverte. Donc du coup, dans la Mélancolie des Dragons, par exemple, ce sont des forains qui ont un parc d'attractions un peu ambulant, et pendant 1h30, 2 heures, ils vont montrer les différentes attractions qui composent leur parc. Ah, du coup, Isabelle, c'est inconnu, on va montrer. Mais donc du coup, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de projet commun qui permette de dépasser ou de changer la clôture utopique. Il n'y a absolument aucun changement. Même si il y a encore des exceptions, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Mais en tout cas, Philippe Ken, ce qui est très clair, c'est qu'il s'est posé, pareil, la question de la clôture utopique et la portée du geste utopique dans la fable dénuée de combat. Ça, c'est assez clair. Ouais. Ouais. Il se tape dessus dans la nuit des taupes. C'est possible, hein. Oui, c'est non, mais c'est possible. Après, il peut y avoir des conflits, mais après, c'est vrai que dans la nuit des taupes, c'est pas ce qui. Après, je suis d'accord avec toi, c'est asymétrique. C'est-à-dire que la base de la nuit des taupes, c'est des gens qui font de la musique dans une cave. C'est quand même ça qu'on va retenir de la nuit des taupes. Alors après, je suis d'accord avec toi. Il y a d'autres, mais de manière générale, en fait, il y a d'autres éléments assez intéressants, justement, où lui il réintroduit des doses de fables, etc. Mais ça, encore une fois, là, j'essaye volontairement de caricaturer un tout petit peu pour comprendre les choses. Il y a plein de spectacles qui sont beaucoup plus complexes que ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que le geste global des fables, en tout cas, que raconte Philippe Ken, se situe dans une réflexion qui est assez similaire à celle de la montagne magique et du coup de Thomas. Ça va, c'est clair sur ces deux fables utopiques? Sur ces trois, du coup. Non, sur les deux, là. Ouais. Bon, du coup, on a vu Utopia, on a vu Thomas More, on a vu, du coup, Philippe Ken et la montagne magique. Avant de voir le marteau brechtien aller sur la clôture utopique, je voulais parler d'un troisième type de fable, qui est la fantaisie. Alors, là c'est assez intéressant parce que il faut savoir que dans les fables utopiques, il va y avoir deux veines historiquement qui vont en quelque sorte se tirer la bourre pendant toute l'histoire en fait de la littérature, c'est la fantaisie et la science-fiction. Faut savoir, donc là on va essayer de les distinguer au maximum, sachant que pareil, il y a des romans qui empruntent aux deux, et il y a des auteurs et des autrices qui font aussi de la fantaisie et de la science-fiction. Mais là on va essayer de les distinguer pour voir que le geste en réalité est complètement différent. C'est-à-dire que pour nous, ce qui nous intéresse, et pour la question de Brecht, c'est-à-dire pour le biais initial, la fantaisie et la science-fiction ne reposent pas du tout sur la même chose. Et là, pour le coup, Brecht est extrêmement méchant sur les récits de fantaisie. Donc, je vais essayer de vous donner ça à vous. Alors, pourquoi les récits de fantaisie sont dans cette première partie et pas dans la deuxième partie? Vous avez compris que la première partie, elle s'appelle Clôture
utopique, danger et je sais plus quoi. Radicalité et danger de la clôture utopique, alors que la deuxième partie est consacrée donc du coup à la science-fiction et le futur comme perturbation. La fantasy, initialement et historiquement, s'inspire déjà des contes de fées moyenâgeux. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, elle baigne dans un imaginaire du Moyen Âge et du coup des contes du Moyen Âge. La première grande caractéristique de la fantasy, c'est une nostalgie extrêmement poussée des sociétés féodales, donc pré-industrielles, et un fantasme extrêmement fort sur ces sociétés, sur vraiment les sociétés mi-rurales, un peu en bordure de ville, qui possèdent encore des seigneurs, des serfs, et où on vit en cultivant sa terre. Vous savez que le genre de fantasy vient vraiment de ce fantasme-là. Je prends l'exemple du Seigneur des Anneaux, ça va être encore plus simple, tout le monde voit le Seigneur des Anneaux. Donc évidemment la comtesse Sake, donc on voit que la comtesse Sake par exemple est complètement imprégnée de ce fantasme-là. Surtout pour les personnes qui ont lu le livre, c'est véritablement assez fort. C'est vraiment la description du petit village de campagne sans aucun problème, où tout le monde est heureux parce que tout le monde cultive ses champignons et fait la fête, quoi. Et donc du coup il y a la vie familiale qui vient naturellement se poser là-dedans, donner des cadres à la vie. Le récit de fantasy repose donc sur une clôture utopique extrêmement forte qui est rattachée à ce fantasme-là. Dans Tolkien, c'est extrêmement présent, c'est la comtesse Sake, et c'est vraiment une partie assez conséquente pour la formation de notre petit héros qui est Frodon. D'accord ? Et donc du coup, Frodon, en fait, toute sa vie va être marquée par ce petit paradis perdu qui va être la comtesse Sake. Ouais. Deuxième grande caractéristique du récit de fantasy, c'est la réintroduction de l'histoire, hein, et donc du coup du combat, mais non pas sur des concepts empruntés à la société capitaliste, mais des concepts religieux. Et donc du coup, ce sont des univers qui sont très influencés évidemment par la Bible et par la structure manichéenne qui va diviser le bien et le mal. C'est-à-dire que très vite, on va comprendre qu'il va y avoir d'un côté les artisans du bien qui vont avoir les valeurs chrétiennes qu'on aime beaucoup tous, hein, l'entraide, la fraternité, l'amour. On va aider les gens, on va les écouter. Donc ça, c'est les artisans du bien. Et puis les artisans du mal, de l'autre côté, qui eux vont être colériques, vont être assoiffés de pouvoir, cupides, etc. Ouais. Et donc en fait, l'histoire à chaque fois va se résumer à une structure assez simple et qui apparaît dans Le Seigneur des Anneaux. C'est des gens, des artisans du bien, qui vont se battre contre ce qu'on va appeler les perturbations du mal, c'est-à-dire des personnes qui veulent faire le mal et donc du coup briser ce petit paradis perdu. Donc c'est une conception en fait de l'histoire qui va opposer les partisans du bien qui vont incarner la force conservatrice, qui vont chercher à préserver la clôture utopique, la comtesse Sake, du méchant Sauron, qui va chercher absolument à ce que les gens meurent et les villages s'enflamment. Bon, c'est ça. Là où le récit de fantasy est particulièrement influencé aussi par l'univers chrétien et le manichéisme chrétien, c'est qu'il repose aussi sur, c'est-à-dire que toutes ces intrigues secondaires reposent sur l'identification de ceux qui font le bien et de ceux qui font le mal. C'est-à-dire que le truc un peu classique des récits de fantasy, c'est qu'il y a un moment où on va avoir un peu de doute. Mais c'est parce que les êtres humains, il y a des moments où ils peuvent faire le mal. Les êtres humains peuvent faire du mal par ignorance. Et généralement, on a l'exemple de l'artisan du bien qui finit par faire du mal ou l'artisan du mal qui finit par faire le bien. Mais encore une fois, par ignorance. Mais par contre, il y a toujours dans les récits de fantasy une incarnation du diable. C'est-à-dire le véritable mauvais, c'est celui qui fait le mal pour le mal. Et donc ça, c'est la définition du diable. Donc c'est Sauron, c'est ce qui vous voulez, c'est Voldemort, c'est... Voilà, et donc lui, c'est vraiment le mauvais. Ok, on passe à la critique Brechen, mais vous voyez, en fait, je l'ai déjà un peu dite. Est-ce que vous voyez pourquoi en fait, le récit de fantasy, en réintégrant du coup une histoire sur un combat qui repose sur des concepts religieux, préserve donc du coup un monde souhaitable, hein, qui est la clôture utopique, qui est la comtesse Sake. Est-ce que vous... Non mais on va faire ça va être... Non, c'est pas très intéressant. Je vais vous dire directement.
Euh, la première chose qui est importante à remarquer par rapport à ces histoires, c'est qu'il n'y a déjà pas de changement. Hein, c'est-à-dire que Frodon Sake, s'il pouvait, si vraiment il souhaitait, il resterait dans sa comté Sake au début du livre 1 et l'histoire est finie. C'est-à-dire que le but n'est pas de construire quelque chose, de changer quelque chose, le but est d'empêcher que quelque chose ne change. Entendu la comté Sake ou la famille, en gros. C'est-à-dire une structure assez classique. Donc on voit bien que c'est une fable c'est toujours une fable que du coup Brecht va appeler conservatrice, c'est-à-dire qui est basée sur la capacité des artisans du bien à conserver ce qu'ils ont déjà, à devenir ce qu'ils sont déjà. Frodon est déjà sympa. Dès le livre 1, il est déjà adorable. Il veut déjà vivre avec sa famille et faire le bien. C'est-à-dire que les perturbations du mal le font juste un peu douter, mais au final, bon, il revient là où il était. Ouais. Et donc évidemment, du point de vue de la question de Brecht, de savoir à quoi sert la fable, et donc du coup qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas, on voit bien que les récits de fantasy ont une structure qui donc du coup lui va être qualifié de réactionnaire, de conservatrice. C'est le cas aussi de Harry Potter. Voilà. Et encore une fois, il faut comprendre que dans les yeux de Brecht, dans la tête de Brecht plutôt, c'est pas forcément de dire que ces fables sont mauvaises moralement ou pas utiles. Elles sont utiles. C'est juste que par contre, il faut savoir ce qu'elles sont pour éviter de leur donner en fait ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire que l'utilité de ces fables-là, c'est de nous montrer que le plus beau cadeau, c'est ce que nous avons déjà. C'est-à-dire généralement des trucs assez classiques, hein, les amis et la famille. Ouais. Ah mais on va en parler juste après. Ben voilà, mais c'est la critique de Brecht. Ouais. Oui, oui, du coup, c'est parti. Bah, allons là-dessus. Donc, du coup, la critique de Brecht. Alors, pour comprendre, donc, mais c'est bien, ça fait une transition, c'est parfait. Alors, Brecht va, en effet, lui, nous amener dans un autre terrain, puisqu'il va balayer d'une main, d'un bon revers de main, toute clôture utopique. C'est-à-dire tout rêve de placer l'alternative sociale dans une clôture. Alors pourquoi historiquement, il faut voir que donc du coup il est marxiste, hein, bref, et donc du coup il s'est opposé toute sa vie, comme Thomas Mann, hein, à ce qu'ils appelaient à l'époque les gauchistes, mais ce que en fait depuis Marx, c'est pareil, c'était les socialistes utopiques à l'époque de Marx, et qui ensuite en gros se sont influencés par des gens comme Proudhon, comme Fourier. Qui, eux, ont défini toujours l'utopie comme un projet politique assez simple. On va prendre les personnes qui veulent réellement changer, on va les amener dans le Larzac, et on va faire notre petite clôture utopique à nous. C'est-à-dire qu'on va, entre nous, changer notre manière de faire, entre nous, on va trouver une alternative, donc du coup, au capitalisme, etc., etc. Pourquoi, selon Brecht, cette chose-là est du coup infantile, quoi. Lui, il est vraiment dans l'idée que vraiment il faut comprendre. Alors encore une fois, c'est un récit qui a cours, comme tu disais, dans les années 70, etc. Le débat entre donc du coup la branche, on va dire marxiste, léniniste, parce qu'en gros il y a un texte moi que je vous conseille que j'ai relu pour ce séminaire qui est incroyable. C'est un texte de Lénine qui est le gauchisme comme maladie infantile du capitalisme, du communisme, qui est un texte qui est assez incroyable, justement sur précisément la distinction entre ces deux branches de la gauche radicale. Ouais. Donc historiquement, en fait, il y a toujours eu un débat, et on va voir tout à l'heure, on va parler du transpersonnage. Vous verrez que genre en fait à chaque fois ça apparaît. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a la tentative pour les personnes qui souhaitent donc du coup exaucer un souhait, c'est-à-dire qu'ils souhaitent définir une alternative radicale généralement à la société capitaliste, de faire une clôture utopique du coup avec les personnes qui veulent bien. Le reproche de Brecht, il tient en plusieurs trucs. Le premier, c'est
que la société capitaliste et ses problèmes va toujours chercher à totaliser la planète et donc du coup va aller à vous. C'est pas vous qui allez à elle, c'est elle qui va aller à vous. C'est ce que pensait Thomas Mann aussi. Thomas Mann, encore une fois, à la fin de la Montagne Magique, c'est la Première Guerre mondiale qui arrive et qui vient toquer à la porte du sanatorium. Donc il y a un principe de réalité qui va forcément par fracturer et empêcher en fait cette clôture d'exister entièrement. Donc ça c'est le premier élément. Mais c'est pas la critique la plus forte qu'il ait faite. La critique la plus forte, c'est véritablement, on se souvient, Brecht, il est obnubilé par notre capacité à donner ne serait-ce que le sentiment, la possibilité intellectuelle mais aussi réelle de changer la société. Mais à tout le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, lui, ce qu'il est obsédé, c'est de donner que l'art et que les fables permettent aux gens de se sentir capables de modifier les choses. Et en fait, ce qu'il va reprocher le plus à Thomas More, c'est le vide, le gap, le silence qu'il a entre le livre 1 et le livre 2. On retrouve une question qui est la grande question de Brecht, c'est est-ce que nous avons accès aux coulisses du changement? Non, on ne sait pas en fait ce qui permet de passer du livre 1 au livre 2. Et en fait, Brecht dira toujours, c'est toujours le mythe de la création divine. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève aux humains la possibilité de penser et de réfléchir au changement. On nous enlève ça. Alors que c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que la fable doit véritablement faire. C'est enlever l'utopie de la clôture, de la description, du paysage, de la chose qui existe déjà, qui est directement bâtie, pour la mettre du côté du changement. Et c'est ça véritablement leur reproche. Et en fait, à partir de là, ça change tout. C'est-à-dire que si nous avons accès à la manière dont le changement advient dans une société, bah on peut le faire. C'est tout le projet de Brecht. Si tu montres des gens qui sont parfaitement heureux dans leur île, t'as envie de leur dire, bah, très bien, écoutez, soyez heureux. Nous, ça ne mettra jamais l'utopie en fait à portée de tout le monde. Vous voyez, et c'est ça véritablement le gros reproche brechtien et au gauchisme et du coup à ces fables qui reposent sur une clôture utopique. Ouais. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est encore plus fort dans ce que dit Brecht, c'est que la clôture utopique, c'est toujours les mêmes qui pourront la faire. C'est-à-dire qu'en réalité, la clôture utopique qui va se permettre de se couper en quelque sorte du principe de réalité que représente l'histoire, parce que c'est ça hein, la clôture utopique, hein, eh bien ça va être toujours les mêmes, ça va être toujours les mêmes classes sociales, parce que c'est pareil, tout le monde n'est pas embarqué de la même manière dans l'histoire, et donc du coup ça ne permet absolument pas d'enlever cette inégalité de base. Ouais. En gros, tout le monde ne peut pas aller dans le Larzac. On est parti pour la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions pour la première partie? Je vais vite ou pas? Ça va. Ouais. Alors c'est dans les limites de la connaissance, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a un truc, faut savoir que Brecht c'est un marxiste et que Marx, en gros, ce qu'il dit de l'histoire, c'est que c'est l'histoire de ce que les hommes sont capables de faire. Point barre. C'est-à-dire que tout ce que les hommes sont capables de faire, on doit à travers la fable le montrer et montrer comment on est capable de faire. Ce que les hommes ne sont pas capables de faire ne font pas l'objet du changement. On s'en fiche. Hein, il y a une catastrophe climatique, par exemple, ce n'est pas intéressant du point de vue de la fable. Parce que justement la catastrophe climatique ne fait pas partie de l'histoire d'un point de vue marxiste. Et donc du coup, n'a pas de rôle dans les fables brechtiennes. C'est-à-dire qu'en gros, après là encore une fois, c'est la question de Brecht. Nous, ça nous permet de naviguer dans les différentes tentatives, mais encore une fois, c'est pas une manière d'enlever Philippe Ken ou d'enlever le geste de Thomas Mann, etc. C'est une manière en fait de réfléchir à partir de ces fables-là. Et Brecht, pour ça, est très très bien, parce que Brecht a beaucoup écrit, et en plus de ça, il s'est énormément positionné. Et notamment, il s'est positionné en faveur de la science-fiction. Allez, deuxième partie. Alors. Alors, la science-fiction, historiquement,
généralement, on l'a fait remonter à un auteur qui est H.G. Wells, qui est donc du coup un auteur anglais qui a écrit La guerre des mondes, La main visible ou La machine à explorer le temps. Mais donc du coup, en fait, c'est pour dire que déjà la science-fiction est née à la fin du 19e siècle. Donc c'est un genre littéraire qui est profondément associé aux sociétés industrielles occidentales, hein, donc première chose. Et elle va avoir un objet, c'est qu'elle va faire reposer ces univers non pas, et ces histoires, hein, du coup, non pas sur des concepts religieux comme la fantaisie, mais sur des concepts qui viennent de l'observation de l'organisation sociale. Et donc du coup des différents moyens de comprendre les modes de production. Les grands thèmes de la science-fiction, du coup, vont naturellement être l'égalité homme-femme, va être le travail, l'aliénation, vont être les luttes de pouvoir, et donc du coup les luttes politiques. Donc on voit bien qu'on rentre tout de suite en fait dans... on fait tout de suite rentrer l'utopie directement sur la question de l'organisation du social. Ça, c'est quand même déjà la première chose qui est un peu importante. Il y avait une petite citation ici, non? Il y avait une super citation à un moment, je ne sais plus quand est-ce qu'elle arrive. Ah oui, ok. Alors, et la base de la science-fiction, donc on voit qu'on a un équilibre. On voit qu'on a un équilibre. Nous, avec Brecht, on aimerait bien mettre l'utopie, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, hein, nos rêves, etc., du côté du changement et du côté de l'histoire. Ce qui veut dire en fait que historiquement la science-fiction c'est toujours construit par rapport donc du coup à ce qu'on va appeler une anti-utopie, c'est-à-dire la description d'un univers qui va être l'opposé de ce que l'on souhaite. Ouais. Pour ça j'ai une petite citation de Frederick Jameson. Le remède utopique, donc là au moment où on en est, hein, le remède utopique doit d'abord être fondamentalement négatif et se présenter comme un coup de clairon, comme un appel à extirper la racine du mal précise dont procèdent tous les maux. Voilà pourquoi l'on se trompe lorsqu'on aborde les utopies en nourrissant des attentes positives, comme si elles livraient la vision de monde heureux, espace d'épanouissement et de coopération, autant de représentations qui, sur le plan générique, correspondent bien plus à l'idylle et à la pastorale qu'à l'utopie. En fait, ce que dit Frederick Jameson et qui est intéressant, c'est qu'en fait, le premier geste du coup de la science-fiction, et d'inverser en fait les termes de la fantaisie, de mettre que les gens avec qui nous allons avoir de l'empathie et qui vont avoir un profond désir de changement et être habités par l'utopie d'une alternative sociale vont être des personnages qui vont s'opposer du coup à un univers qu'on va appeler anti-utopie ou dystopique. Voilà, donc ça c'est le premier geste de la science-fiction. Alors, on va donner deux exemples. Non, je vais en donner plusieurs. Mais il faut distinguer deux choses dans la dystopie. Il y a deux types de dystopie. Donc, la première dystopie, c'est la dystopie qu'on va appeler pessimiste. Bon, je l'écris pas. La dystopie pessimiste. Pessimiste. La dystopie pessimiste. Il y a deux exemples que j'ai pris. C'est la série Squid Games, que vous avez vu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Il y a des milliards de personnes qui l'ont vu, vous l'avez bien vu. Voilà. La série Squid Game est 1984, du coup, de George Orwell. Mais alors, du coup, pourquoi? En fait, la grande caractéristique de la dystopie pessimiste, c'est que nous avons, donc, du coup, un univers qui est présenté, donc, du coup, comme dystopique, comme une anti-utopie, comme quelque chose qui est, en fait, présenté comme, si ça continue comme ça, voilà ce qu'on va avoir. 1984, c'est si ça continue comme ça, c'est-à-dire l'obsession politique pour la surveillance, etc., voilà ce qu'on va avoir. Si ça continue comme ça, la concurrence autour de l'argent, voilà ce qu'on va avoir. Ouais. Donc la dystopie pessimiste fonctionne sur un si ça continue comme ça. Et en fait, va plonger ces personnages dans une impasse. C'est-à-dire que ce pourquoi en fait elle est pessimiste, c'est qu'elle enlève au personnage la capacité de changer. Donc on va avoir un combat, hein, puisqu'on va avoir une histoire, donc on va avoir un combat. Donc ils vont se battre évidemment contre le système, mais ils ne vont pas réussir. Donc soit ils vont être récupérés par la machine, c'est ce qui arrive dans 1984 et dans Squid Game. Soit ils vont mourir, mais dans tous les cas, ce qui est important dans la dystopie pessimiste, c'est de montrer que le futur n'existe pas.
Et en fait, l'utilité des fables de dystopie pessimiste sont véritablement de montrer que dans une prolongation d'une caractéristique de notre société qui vient encore une fois de l'organisation sociale, hein, on retrouve toujours les mêmes thèmes, dans la prolongation de cette chose-là, l'humanité court à sa perte, le futur n'existe pas, le futur est une impasse. Ça, c'est un peu la première chose. Est-ce que Squid Games, vous voyez un peu l'idée? C'est en fait, c'est assez simple. Ce sont des gens qui sont endettés, donc c'est vraiment les parias de la société coréenne, qui donc du coup risquent même de mourir ou d'être emprisonnés à cause de leurs dettes. Et il y a une société un peu obscure qui vient les voir pour leur proposer de jouer à un jeu. Donc ils ne savent pas très bien, mais la seule chose qu'ils savent, c'est que ça a à voir avec l'argent. Et donc du coup leur capacité à se désendetter. Ils participent à ce jeu, ils sont transportés dans un univers qui pareil repose sur une espèce de clôture utopique assez bien définie, assez colorée et extrêmement signifiante, où ils doivent faire un battle royale, c'est-à-dire s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un qui pourra repartir avec le pactole. Ce pourquoi c'est pessimiste, évidemment, c'est que nous, on va avoir de l'empathie pour un des personnages principaux qui, tout le long, en fait, va hésiter, mais finalement gagner, en fait, du coup, le Squid Game. Donc ça, voilà, typiquement, c'est là, on voit très bien que c'est une manière de travailler sur quelque chose de l'organisation de notre société, qui est la mise en concurrence autour de l'argent. On nous met continuellement en concurrence pour le gain de l'argent. Si ça continue comme ça, on va se retrouver dans Squid Game. Voilà. Ça, ce sont les dystopies pessimistes. Une autre type de dystopie que moi je préfère bien plus, ce sont les dystopies ouvertes. Encore une fois, la distinction, elle est sur le futur. Dystopie pessimiste, le futur n'existe pas, c'est une impasse. Les dystopies ouvertes, le futur existe. Alors, l'exemple que je voulais prendre, moi, c'est Transperce-Neige. C'est génial, moi j'aime vraiment beaucoup. Ça a été adapté au cinéma par un réalisateur coréen, je me souviens plus du nom. C'est ça, complètement. C'est adapté en fait d'une bande dessinée qui est incroyable de Rochette, de Jean-Marc Rochette. Je sais pas si vous voyez Jean-Marc Rochette. Et c'est vraiment génial de Sébastien Loeb. Et en fait l'histoire elle est, moi j'adore. C'est toute l'humanité. Donc c'est un monde post-apocalyptique. Hein, donc du coup là on est dans une ère glaciaire. Il y a du froid partout. C'est impossible, en tout cas nous dit-on, de vivre en dehors d'un train. Donc tout le monde vit dans un train qui perpétuellement en fait va briser la glace sur des rails comme ça qui forment tout autour de la planète et qui ne s'arrêtent jamais. Donc toute l'humanité est dans ce train. Donc on retrouve évidemment la clôture. Tout le monde est dans ce train et ce train il est organisé et il est compartimenté très sévèrement entre du coup la tête de train qui bien sûr est donnée à l'aristocratie un peu dorée, puis après la bourgeoisie fortunée, puis après aux militaires, puis après à ceux qui font à manger et autres, et enfin bien sûr à la queue du train on a ceux qui font avancer le train, donc du coup un peu une représentation du milieu ouvrier quoi en quelque sorte. On voit que dans notre raisonnement de si ça continue comme ça, là c'est si ça continue comme ça évidemment sur les classes sociales. Donc on voit la clôture utopique et le monde dystopique hein, qui est créé sur un si ça continue comme ça autour de la lutte des classes et définir une histoire, l'histoire assez simple d'un ouvrier qui donc évidemment va chercher à lutter hein, et donc du coup rentrer petit à petit d'abord sous la forme d'une grève. Il y a toutes les étapes. Hein. Il y a d'abord la discussion, la représentation avec le syndicalisme, puis après il y a la grève, puis après il y a la grève générale et puis après il y a l'émeute. Et une fois qu'il y a l'émeute, évidemment ça s'enchaîne, les compartiments petit à petit sont gagnés, on finit par exploser la tête du train et avec les personnes qui ont un peu rallié la cause, donc le train déraille. Et du coup, avec celles et ceux qui ont fait exploser la tête de train, on sort du train enfin, on monte sur une petite butte, et là, en fait, les dernières images, c'est on découvre quelque chose en bas. Et en fait, donc c'est pour ça que ça s'appelle ouvert, c'est ouvert, on sait pas ce qu'ils voient. Là, ce qui est intéressant dans la dystopie ouverte, c'est qu'on a donc du coup un combat, on s'oppose à une clôture utopique, mais le futur n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que le futur, là, pourquoi je l'écris? Je suis désolé, j'arrête d'écrire des trucs. Le futur
est précisément placée comme l'utopie. C'est-à-dire que l'utopie réside dans le futur. Et en fait, là, ce qui est intéressant dans cette fable-là, c'est l'idée que mon utilité à moi de fable, c'est de vous débarrasser du coup de l'inégalité qui va vous empêcher de ne serait-ce qu'imaginer ou de penser une alternative. Il y a un passage assez marrant dans la bande dessinée, c'est parce que vous vous en doutez, il y en a une petite bande, un peu comme le Larzac, qui va chercher à sauter du train alors qu'il est en route. Et de manière assez grossière, ils se font écraser par ce train sur le projet du raton. Voilà. Et donc du coup, non mais en fait c'est pour dire que évidemment la solution n'est pas de sortir du train alors qu'il est encore en marche, mais de le dérailler. C'est-à-dire que là on retrouve un peu tous les débats, voilà, de la gauche radicale. Est-ce que vous allez ou non quitter le train ou aider à le faire dérailler? Bon, c'est assez grossier mais c'est charmant. Moi j'aime beaucoup. Je sais plus ce que je disais. Oui. Et donc du coup en fait le grand intérêt des dystopies ouvertes, c'est de préserver l'utopie de la clôture et de le présenter dans un futur indéfini. La seule chose que ces fables disent, c'est ça nous empêche de penser une alternative. Tant qu'on ne se sera pas débarrassé du train, on ne pourra pas penser à une alternative. L'alternative arrive à partir du moment où on a déraillé le train. Sous-entendu, la fable est là pour faire dérailler le train et après on pourra imaginer autre chose. Pas avant. Ouais. Ouais. Mais alors oui, en fait la fin en effet, mais c'est la fin du dernier épisode qui a été fait pour préserver la possibilité d'une saison 2. Mais la saison 2 en fait commence sur lui qui incarne l'institution de la société. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec toi, mais pour moi c'est une fausse ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, s'il avait vraiment le souhait de le faire en une saison, à mon avis, il aurait fait une fin pessimiste. Parce que là, il l'a fait pour la saison 2. Enfin, moi, je pense vraiment, c'est... Ouais, mais là, on voit que ça, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais c'est un tournement de casquette qu'une série peut faire, parce qu'elle est sur plusieurs saisons, mais que si nous, on réfléchit ça sur une seule saison, l'histoire ne raconte pas ça. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, l'histoire ne me raconte pas ça, ne raconte pas une personne qui a réussi à se battre contre une société. Et c'est là parce qu'à la fin, il est un peu énervé, etc., il a tué des mecs pour de l'argent. Moi, je veux dire, à partir de là, éthiquement, il est irrattrapable, le bonhomme. Il a beau avoir des remords et vivre dans sa cabane à la fin, je veux dire, éthiquement, il peut pas, je sais pas comment dire, il peut pas être un modèle d'espoir. Et il ranime, je suis d'accord avec toi, il ranime l'espoir à la toute fin, mais encore une fois, c'est pour une saison. Moi, je veux dire, non, mais vraiment, bon. Ah non, Matrice, c'est trop compliqué, je sais pas. Matrice, c'est le bordel. Non, mais après, il y a plein de fables. Non, mais c'est, non, mais parce que la définition de base de la fable pessimiste selon Brecht, c'est on a de l'empathie pour des personnages parce que on est d'accord avec le changement qu'ils veulent faire, ils n'y arrivent pas. Dans Matrix, ils y arrivent. Grave, je sais pas, mais ils y arrivent. Mais encore une fois, c'est pas mauvais. Les dystopies pessimistes sont, par exemple, sont pas les fables pessimistes de manière générale sont pas achetées à la poubelle. Hein. Tu m'as perdu. Dis-moi. J'avoue, je sais pas. Là, c'est trop compliqué. Si vous voulez, je me pense sur la question et au prochain séminaire, on statue et on se positionne. Y a pas de souci. Non, il faut se positionner. On se positionnera sur Matrix. Y a pas de souci. Et on prendra le temps qu'il faut. On a fait les dystopies ouvertes, ouais. Et donc du coup, on est arrivé sur un truc qui commençait un peu à nous intéresser, qui était de dire que la dystopie ouverte faisait quelque chose qui, pour Frederick Jameson, est très important, qui est de préserver le futur. Déjà en bas, parce qu'on se rend bien compte que jusque là, juste avant de croiser les dystopies là, les dystopies ouvertes,
notre futur était pourri. La clôture utopique, la montagne magique, etc. C'est pas cool le futur, ou en tout cas c'est une régression où ça n'existe pas. Ce n'est pas souhaitable, le futur ne fait pas l'objet d'un souhait. Dans évidemment les dystopies pessimistes, le futur n'existe pas, et dans les dystopies ouvertes, là on retrouve l'idée d'un futur qui peut faire l'objet d'un souhait, et qui, deuxième caractéristique un peu fondamentale selon Fredric Jameson, qui est que le futur est replacé comme un inconnu. Donc là on arrive à enfin les fables utopiques qui moi m'intéressent le plus, qui sont des fables utopiques qui reposent sur des utopies ambiguës. Ça, il faut que je note quand même. Donc là, on arrive à un auteur que Fredric Jameson aime beaucoup, qui est Ursula Le Guin. Ursula. Là. Alors, on va raconter une histoire. Donc Ursula Le Guin, c'est une autrice qui a commencé malheureusement par être fan de Tolkien et qui a donc du coup fait des récits de fantasy au début, mais grâce à Marx surtout, s'en est éloignée et après a commencé à faire des récits de science-fiction qui sont particulièrement cités comme des capacités en fait à imaginer des alternatives non plus seulement au capitalisme mais aussi au patriarcat. Donc c'est pour ça que le nom d'Ursula Le Guin, c'est vraiment très bien. Et donc du coup j'ai lu pour ce séminaire Les Dépossédés, qui est un peu un de ses romans les plus connus, et du coup je vais essayer de vous le raconter et de vous montrer en quoi c'est très intéressant, en quoi ça change véritablement de tout ce qu'on a vu jusque-là. L'histoire des Dépossédés, faut que je boive. L'histoire des Dépossédés commence par une révolution, nous dit-on, qui a lieu il y a un siècle et demi. Il y a un siècle et demi, tout le monde, nous tous, on est dans une planète qui s'appelle Uras. Uras, c'est là. Uras ressemble en tout point à une société occidentale dans les années 70. Donc, ça écrit en 74, quelque chose comme ça. Donc, avec tous ses travers. C'est-à-dire, Uras est basé sur un patriarcat, et donc, du coup, qui nourrit et permet la société capitaliste, et donc, du coup, créer des inégalités sur lesquelles la bourgeoisie s'enrichit et réussit à monopoliser le pouvoir, en gros. Avec des démocraties qui ressemblent beaucoup à des social-démocraties, qui sont là pour nous faire croire un peu qu'il y a du changement, alors que non. Donc en fait, Uras fait l'objet un peu d'une description assez sommaire au début par Ursula. Je vais l'appeler Ursula. Et ensuite, en fait, arrive un personnage qui s'appelle Odo. Donc encore une fois, tout ça, là, c'est pas du tout le temps présent des possédés. C'est ce qu'on nous raconte, c'est ce qui a eu lieu il y a un siècle et demi. Donc il y a un personnage qui s'appelle Odo, qui est une révolutionnaire, qui arrive et qui permet, en fait, à toute une communauté de se battre et d'imposer à Uras, non pas le changement de la société, mais l'immigration. De toutes les personnes qui veulent le changement, donc tous les partisans et les partisanes de la révolution odonienne, vont aller sur une autre planète qui s'appelle Anar, c'est une astuce, qui s'appelle Anar, et où là, donc du coup, entre personnes qui sont pro-révolution odonienne, on construit la société de notre rêve, c'est-à-dire la véritable utopie qui est du coup, d'un point de vue social, très semblable en fait de l'utopia de Thomas More. Donc évidemment, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de propriété, on ne fait que l'usage en réalité des différents lieux. Le travail est partagé, on retrouve des idées, mais même de Friot, je sais pas si vous connaissez le sociologue. On retrouve aussi des idées de Fourier, notamment sur la famille, sur le couple. Donc il n'y a pas de couple, il n'y a pas de mariage. Il n'y a que des relations plus ou moins polyamoureuses et donc du coup des enfants qui sont élevés par des communautés. Et en plus de ça, il y a notamment des pratiques artistiques, il y a un regard. Bon, c'est un peu, en fait, je sais pas comment dire, mais c'est un peu le paradis de toute la gauche radicale qui est exaucé sur un art. Et là, l'histoire commence. Donc, premier geste, on décrit tout ça.
Et là, l'histoire commence. L'histoire, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Chevek, qui est un scientifique et qui a grandi sur Anar. Sauf que, en fait, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle une utopie ambiguë, c'est que Chevek est un scientifique et qui est habité. Le moteur, en fait, hein, de ce personnage, c'est qu'il est habité par une insatisfaction. Insatisfaction. Pam, pam, pam. Insatisfaction. Ce personnage est particulièrement intéressant parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi, mais au début, il va demander à quitter Anar pour aller vivre à Uras. Un truc qui ne se fait absolument pas. Et qui, en plus de ça, un peu le fait taxer de traître hein, par ses semblables. C'est quelque chose d'inimaginable. Mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'en fait, il est pas du tout contre Anar, hein, c'est là où il a vécu, etc. Mais il est poussé par une espèce de curiosité. Par une curiosité vers quelque chose qu'il ne connaît pas, et surtout vers des personnes et des gens avec lesquels il ne serait pas d'accord. Et donc ça, en fait, il le dit dans une discussion assez ouvertement, c'est qu'il aimerait rencontrer avec des gens avec qui il n'est pas d'accord. C'est un petit truc. Et donc du coup, il va... et en fait, petit à petit, Anar, en fait, se retrouve à être dépeinte, à cause de lui, comme profondément morne. Et en fait, assez conformiste, assez plan-plan. Et bizarrement, en fait, à travers lui, à travers ses yeux, on va regarder cette communauté comme... pas du tout stimulante pour la vie. Et en fait, ce qui manque, en fait, imperturbablement, et ce que le personnage va essayer de se raccrocher, c'est véritablement le projet commun et l'établissement d'un futur comme perturbation. Alors, si on veut vraiment comprendre le geste et ce en quoi c'est vraiment particulier Ursula Le Guin, c'est que toutes ces utopies et son utopie, pour qu'elle puisse marcher, il faut qu'elle échoue. C'est-à-dire qu'en fait, ces utopies fonctionnent toujours d'abord dans un échec de la clôture. En fait, ces utopies ne sont jamais satisfaisantes. Et même, elle va beaucoup plus loin que ça, il ne faut jamais que dans la fiction, l'utopie soit satisfaisante. Il faut jamais que nous ayons une représentation bâtie et souhaitable de l'utopie. Pourquoi en fait, la réponse, elle tient en un mot. C'est que si on fait ça, on ôte déjà à la réalité sa mission, qui va être de la réaliser, et surtout, on ôte le futur du marché de la consommation. En fait, un des grands trucs de Ursula Le Guin, c'est de dire que l'utopie ne doit pas devenir l'objet d'une contemplation, l'objet donc du coup d'une consommation, et l'objet d'une satisfaction. L'utopie est d'abord et avant tout une manière de creuser une profonde insatisfaction qui va devenir le moteur, et le moteur de l'imaginaire, le moteur aussi de l'action, et le moteur même premier de la vie, et donc du coup évidemment des histoires de ces femmes. Il y avait une question, non? Non, et là on commence véritablement à voir ce qui est vraiment intéressant dans cette fable-là. C'est-à-dire qu'en fait le principal objectif, c'est de faire en sorte que l'alternative sociale ne puisse jamais faire l'objet d'une description. C'est-à-dire qu'en fait, l'utopie n'apparaisse mais jamais ici, mais même en négatif. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'utopie devienne tout simplement un désir de changement, un moteur de changement, et donc du coup, toujours viendra saper les différentes tentatives de clôture utopique, même si elles sont positives. Il faut que la fiction, l'utilité de la fiction, c'est de creuser l'insatisfaction du réel. C'est ce qu'elle appelle l'insatisfaction du réel, c'est-à-dire qu'il y a un moment, et là on retrouve un truc qui est très Brecht, c'est qu'on ne peut pas faire croire dans la fiction une chose que la fable ne peut pas faire. La fable ne peut pas nous donner la satisfaction d'une utopie. C'est même dangereux. Vous imaginez, si on trouve satisfaisant la description d'une utopie, il y a quelque chose d'assez suicidaire, en fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, en fait, on est désarmé.
Et donc en fait, il faut que la fable préserve toujours un endroit d'absence, la fable utopique, hein, toujours un endroit d'absence, un endroit d'échec, pour justement permettre cette insatisfaction du réel d'arriver et d'advenir comme une nécessité. Dernière fable. Et donc là, on arrive à ce qu'il y a de mieux, quoi. On arrive, Ursula Le Guin, c'est vachement bien. Et du coup, ça mène à, du coup, je voulais vous parler. Est-ce que j'ai le temps? Ça me paraît étonnant que j'ai le temps. 21h. Ah mais si, large. Mais bien, ça va? Ouais. Ah mais c'est trop bien. On va même pouvoir parler de. C'est génial. C'est parfait. Saccager le paysage et trahir l'espèce. Magnifique. Alors, on continue le raisonnement. On arrive donc du coup avec Ursulin Le Guin à l'idée d'une utopie ambiguë, hein, d'une utopie insatisfaisante. Et là, on va aller encore plus loin. C'est que l'utilité de la fable, là, va avoir pour objectif de saccager tout ça. Donc on va prendre tout ça, tout ce petit lot là, c'est pour ça que je l'ai fait un peu en début, et on va essayer de le salir en fait, de l'empêcher. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des fables qu'on va appeler ultra-horizontales. C'est-à-dire que ce sont des fables que... alors, ça existe en série télé, ça existe assez peu, parce qu'en fait, ce sont des fables qui vont poser beaucoup de problèmes aux lecteurs et aux lectrices, notamment des problèmes de compréhension. Vous voyez bien que si on enlève ça, là, nous, on va avoir plus aucun repère sur lequel avoir de l'empathie ou même une compréhension, ne serait-ce que des enjeux. C'est-à-dire que si on met en doute jusqu'à l'endroit où nous sommes, on va voir que ça peut être en fait que le vertige va prendre le pas sur la compréhension. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et en fait, ce sont des fables qui, donc, du coup, font le pari de placer l'utopie dans un geste qui va toujours déstabiliser. Là, je vais ressortir, hein, parce que là, c'est Muller. Hein, là, on retrouve notre bon Heiner. C'est saccager le paysage. C'est-à-dire que la fable va avoir pour utilité et pour fonction de saboter toute possibilité de faire paysage. En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. On a vu que dans la clôture utopique, il y avait quelque chose de très dangereux qui était d'enlever à la fable l'histoire. Hein, c'est-à-dire l'histoire véritablement comme changement. C'était une fin de l'histoire et donc du coup une fin de la possibilité de changer quoi que ce soit. Donc ça déjà, il faut empêcher, il faut retrouver le futur. On va prendre un exemple. Donc bon, alors du coup les auteurs, les exemples que je voulais un peu vous apporter, on va pas pouvoir tout aborder, mais on va en apporter quand même 3. Parce que là, du coup, c'est un peu... donc, du coup, il y a Céline Champignon dedans, donc on va parler un tout petit peu. Il y a Philippe Cadic et il y a Jean Genet. Alors, déjà, Philippe Cadic. Philippe Cadic, je sais pas si vous voyez un peu, non? C'est un auteur qui est très connu de science-fiction et qui fait ce qu'on appelle un peu de la science-fiction psychédélique. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Mais qui a été adapté au cinéma avec énormément de succès. C'est Blade Runner, Minority Report... énormément comme ça, et ces romans, moi je les aime particulièrement justement pour ce qu'elles font par rapport à l'utopie. Et donc je vais prendre un exemple. L'exemple c'est la nouvelle. Alors non, si on va prendre sur. L'exemple c'est Rapport minoritaire qui a donné Minority Report de Spielberg. Rapport minoritaire, c'est ça commence assez simplement en fait. Ça commence par une société qui a réussi à mettre fin à la criminalité. Comment? Parce qu'il y a une société privée, tenue par un directeur qui est le personnage principal de l'histoire, une société privée qui, grâce à des précogs, qui sont 3 êtres un peu jumeaux, génial, les précogs arrivent à prédire l'avenir, hein, et donc du coup à voir qui va faire un meurtre, qui va battre, qui va tuer, etc. Donc, comme les précogs prédit les crimes à venir, une société de police est directement articulée du coup à ces prédictions, et donc du coup permettre que le meurtre n'ait pas lieu et que des gens soient punis pour des meurtres qu'ils n'ont pas commis. Déjà intéressant et un peu...
Mais cette société-là est parfaitement idéale. Donc on commence sur une société qui n'a pas connu de meurtre en, je crois, c'est 3 ans au début. 3 ans sans aucun meurtre, sans aucune violence. Et on a du coup ce personnage principal qui est le directeur de cette société, le nom m'échappe. Et en fait, il se trouve que le directeur un jour, donc du coup arrive dans son bureau, il va voir les précogs et donc du coup la personne qui s'occupe des précogs et il va voir un peu en avance une prédiction de meurtre. Vous en doutez, la prédiction de meurtre le concerne directement. Et en fait, les précogs vont prédire que lui, il va tuer le numéro 2 montant de la société. D'accord? Sauf qu'il n'y croit pas. Il n'y croit pas à ses yeux, il ne croit pas à ce futur. Donc du coup, il prend tout et il prend la fuite. Et il prend la fuite notamment avec le 3e précog. Donc les 3... Alors les précogs, pourquoi ils sont 3? Vous arrivez à me suivre, hein? Ouais. Alors pourquoi les précogs sont 3? C'est parce que il y a toujours les 2 jumeaux qui font la même prédiction, ok? Mais il y a le 3e qui fait toujours une prédiction qu'il appelle diffuse, qui est donc du coup le fameux rapport minoritaire et qui intervient un peu après et qui présente généralement un futur légèrement différent, d'accord? Et surtout qui intervient de manière un peu décalée. Et donc en fait, la croyance du directeur, c'est de dire, ok, là ça c'est le rapport majoritaire sur mon futur et sur le truc, moi je me casse avec le rapport minoritaire, parce que contrairement en fait à tout le temps, c'est-à-dire où on croit à la majorité pour incarner des gens, je vais prendre le rapport minoritaire. Donc, et puis là en fait, commence une espèce de tombée ultra vertigineuse, où on va complètement oublier du coup la société qu'on avait, pour rentrer dans une espèce de spirale infernale où en maîtrisant les prédictions du futur, le personnage réussit à remonter le temps au bout d'un moment. Donc là on commence un peu à voir que l'utopie est très très loin de nous. Et en fait ce qui est particulièrement passionnant, c'est que petit à petit le changement devient tel qu'il reparcourt une partie de sa vie, change d'identité, il change de sexe, il change de lieu, il croise les martiens à un moment, et il finit avec le rapport minoritaire par se couper un peu de la société et à vivre dans ce qui serait en quelque sorte le futur de l'humanité, c'est-à-dire Mars. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on ne comprend pas grand-chose à rapport minoritaire. On ne comprend pas grand-chose, mais parce que, en fait, on voit bien que le geste utopique premier, qui est parfaitement clair pour nous, comme vous avez vu, l'univers, il était clair. On avait la société, on avait l'univers, oh là là, il n'y a pas de meurtre, c'est génial et tout. Et en fait, tout est rabattu vers l'axe horizontal, de telle sorte, en fait, qu'on ne puisse jouir que d'une seule chose, c'est l'incapacité, toujours, de changer. Et en fait, ce personnage, la seule chose qu'il puisse faire, c'est avoir mais des milliers et de milliers de vies différentes grâce à cette relation qu'il a avec le précoce. Et en fait, c'est le seul truc qui est intéressant. On retrouve un thème qui est très important, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve en fait ce qui est intéressant là, c'est que la clôture utopique devient ce contre quoi il faut se battre pour avoir plusieurs vies. On retrouve le grand truc de Brecht aussi, hein. Vous vous souvenez, hein, c'est-à-dire que c'est le plus grand drame pour l'être humain, c'est d'avoir qu'il n'a qu'une seule vie. Bah là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, toute tentative, même la discussion n'est même pas de savoir si c'est bien ou mal en fait la société du début. C'est juste qu'à partir du moment où il y a cette tentative de faire un paysage, une clôture utopique, on saccage tout, on sabote, on vient même à douter le fait qu'on existe, et on est rabattu sur l'axe horizontal pour ne faire qu'un avec le changement. Et généralement, les personnages de Dick sont toujours comme ça. Leur but, c'est de ne faire qu'un avec le changement. Ça devient vertigineux, c'est pour ça que c'est psychédélique. Hein. Ouais. Mais je vous encourage à lire Ubik, qui est un roman incroyable, et qui procède exactement de la même manière. Un dernier exemple, on va pas faire Jean Genet, parce que Jean Genet, en fait, et Céline Champignon aussi, referont partie de la suite de ce séminaire. Je vais juste dire 2 mots pour conclure sur le travail de Céline Champignon, qui donc du coup qui est une autrice et metteuse en scène.
contemporaine, hein, qui fait partie d'une compagnie qui s'appelle le groupe La Galerie. Vous connaissez un peu ou pas du tout? Non, ça vous dit rien? Et qui ont fait 3 pièces, dont la dernière, Les Apôtres, jouée au Théâtre de la Bastille il n'y a pas si longtemps. Là, je vais dire 2 mots de son deuxième spectacle, qui s'appelle La Bible, vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable. Pourquoi? C'est parce que Céline Champineau déjà est extrêmement influencée par ce qu'on a appelé là, c'est-à-dire les fables ultra-horizontales de Philippe Cadic. C'est-à-dire que la Bible se présente véritablement comme une plongée vertigineuse et des changements d'identité, de personnages, etc., tels que la compréhension, c'est-à-dire la capacité, en fait, quand je parle de compréhension, c'est la capacité à faire ça, hein. C'est-à-dire de transformer ce que l'on voit en un paysage, transformer ce que l'on voit en une espèce de quelque chose que l'on peut souhaiter, que l'on peut transposer dans la vie, d'accord? Et donc en fait, la fable de la Bible, c'est vraiment délirant. Il y a un des personnages d'ailleurs, c'est Philippe Cadic, et c'est une bande de scouts qui, au début, essaye, donc du coup, au nom de la Bible, de coloniser une planète, sauf qu'ils se trouvent à Shanghai. Puis après, en fait, ils découvrent que parmi elles se trouvent des androïdes, donc ils commencent un peu à douter de l'existence des androïdes. Donc ils décident de faire un empire en Égypte tenu par les pharaons, qui les pharaons eux-mêmes en fait deviennent des androïdes. Bon bref. Et en fait, ainsi de suite, ce qui est particulièrement jouissif dans le geste de Céline Chapineau, c'est la mise à mal, le sabotage véritablement, le sabotage de tous les grands récits qui ont essayé de nous faire croire que le futur n'existait pas. Ces récits, on va les appeler des récits eschatologiques, ce sont des récits défunts. Le dernier grand récit, donc le premier grand récit, c'est le récit de la Bible. Deuxième grand récit, c'est l'Occident, avec l'entreprise coloniale. Troisième grand récit, c'est la société capitaliste, qui nous dit qu'il n'y a pas d'après. Et en fait, la grande caractéristique de ces récits, c'est de nous faire croire qu'il n'y a pas d'après. Ne pensez pas à l'après, l'après n'existe pas. Il n'y a pas d'après la société capitaliste, il n'y a pas d'après l'Occident, ça n'existe pas. Et en fait, l'entreprise véritable de cette pièce, c'est de saccager ces grands récits eschatologiques, de s'en moquer, de les déplier, de les tordre, de les salir, pour dégager l'horizon, une bonne fois pour toutes, et nous permettre de véritablement du coup, penser à des alternatives. Donc en fait, le théâtre, là, est utilisé pour saccager toute entreprise de faire paysage. C'est pour ça qu'on y traite majoritairement de capitalisme et de religion et de colonisation. C'est parce que c'était des entreprises qui avaient pour but de mettre fin à l'histoire. Hein, c'est ce qu'on nous a dit dans les années 80. Hein, la vie d'histoire est finie. L'histoire de l'humanité est finie. Il n'y aura pas d'après. On lit l'extrait. Est-ce qu'il y a une personne qui... Et donc du coup, il y a un extrait de la pièce, et c'est la toute fin de la pièce de Céline Champion. C'est David. Ouais, David, il faut lire David.